Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Attention à ne pas trop écouter les clients. Alors on a plutôt coutume de dire qu'une entreprise doit être justement à l'écoute de ses clients. En réalité, ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que si vous vous contentez d'écouter vos clients, vous risquez de vous enfermer dans des solutions sans avenir et de passer à côté d'innovations qui pourraient être prometteuses. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Pourquoi cette approche est-elle finalement mauvaise ? Alors oui, c'est paradoxal parce que ce qu'on enseigne généralement, c'est qu'il faut écouter les clients. Mais on a plein d'exemples en fait en stratégie d'entreprises qui ont eu des vrais problèmes parce qu'elles ont écouté justement leurs clients. Il y a un exemple historique qui est assez sympa, qui est celui de l'IBM PC. Donc l'IBM PC, c'est le premier micro-ordinateur qui a été vendu en grand volume, notamment aux entreprises, et il a été lancé en 1981. Et quand on a fouillé dans les archives d'IBM, on s'est rendu compte qu'ils avaient déjà un prototype commercialisable en 1972, 9 ans plus tôt. Et croyez-moi, s'ils avaient lancé l'IBM PC 9 ans plus tôt, en 1972, toutes les petites entreprises qui sont apparues dans l'informatique dans les années 70, et je parle de Apple, Microsoft, etc., n'auraient jamais existé, et IBM serait resté de tout temps le grand champion de l'informatique. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'ils ont montré le prototype du micro-ordinateur à leurs clients. Et c'était qui les clients d'IBM à l'époque ? Les clients d'IBM à l'époque, c'était des grosses entreprises, des grosses administrations qui achetaient des grosses machines qui tenaient dans une cave avec des centaines de terminaux branchés dessus qui coûtaient des millions de dollars. Et le décideur pour ça, c'était le directeur des services informatiques. Et un directeur des services informatiques dans les années 70, je ne sais pas si vous en avez un dans votre entreprise aujourd'hui, mais imaginez son grand-père et vous avez à peu près la photo. Et vous en réunissez comme ça une douzaine autour du prototype du premier micro-ordinateur. Et vous leur dites, c'est une machine qui est nouvelle. Alors évidemment, en termes de puissance, elle est très inférieure à ce à quoi vous êtes habitué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est autonome. C'est un terminal actif, c'est-à-dire que chaque utilisateur peut mettre ses propres applications dessus, indépendamment du système central. C'est cool, comme idée. Vous dites ça à un directeur des services informatiques, il a une crise cardiaque, quoi. Je veux dire, que les utilisateurs peuvent développer des trucs indépendamment du système central, et tous les clients, évidemment, ont répondu, mais attendez, on a dépensé des millions de dollars pour concevoir un système centralisé que je contrôle, et vous êtes en train de vendre l'inverse de ce concept. Évidemment, on n'achètera jamais votre jouet. Et vu que tous les clients d'IBM ont dit, on n'achètera jamais, IBM, très poliment, ne l'a pas fait. Et a attendu, du coup. Et a attendu, évidemment, les autres l'ont fait à sa place. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup ? IBM a été rattrapé par Apple et Microsoft. N'a pas été le premier sur les micro-ordinateurs. Apple l'a lancé avant lui. Et puis ensuite, ils se sont mis avec Microsoft pour développer leur propre PC. Et là, la suite de l'histoire, c'est qu'ils ont fini par, au bout de quelques années, abandonner complètement la production de micro-ordinateurs. Et si IBM avait lancé ce prototype dès 1972, est-ce qu'on peut imaginer que Apple et Microsoft n'auraient jamais existé et que IBM aurait continué à dominer l'industrie informatique pendant des décennies ? C'est envisageable. Mais pour ça, il n'aurait pas fallu qu'ils demandent à leurs clients. Alors, autre exemple peut-être moins connu, alors sur le même principe, l'industrie de la planche à voile s'est autodétruite au milieu des années 1980 avec le lancement du funboard, c'est-à-dire ? Alors, à l'époque, tout le monde faisait de la planche à voile. C'était vraiment incroyable. On était obligé de mettre des espèces de canaux au bord des plages pour pas que les nageurs se fassent décapiter par les planches à voile tellement il y en avait. C'était vraiment le sport à la mode. Et puis, il y a un fabricant de planches qui a lancé un nouveau type de planche qu'on appelle la planche de fun polyvalente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planche de fun polyvalente ? C'est une planche qui est plus légère, plus maniable, plus agile. Il y a même des gens qui arrivent à faire des loopings avec ça. Elle a juste une petite contrainte, c'est que à l'arrêt, elle coule. Pour flotter, il faut qu'elle avance. D'accord ? Si elle est à l'arrêt, elle coule. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. Si vous avez une planche qui coule lorsqu'elle est à l'arrêt, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire avec, clairement. Vous ne pouvez pas apprendre la planche à voile. Parce que apprendre avec une planche qui coule, ça va pas être facile. Il faut déjà savoir se servir d'une planche pour pouvoir s'en servir, en fait. Et donc, c'était réservé à des utilisateurs déjà relativement aguerris. Et aussi incroyable que ça puisse paraître a posteriori tout est toujours facile, mais aussi incroyable que ça puisse paraître a posteriori, tous les fabricants de planches se sont mis à fabriquer et à vendre exclusivement des planches de fun. Et en faisant ça, ils ont fermé le robinet d'entrée des nouveaux pratiquants.
qui eux pouvaient pas s'en servir. Alors pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ce suicide collectif? Parce qu'ils ont écouté leurs clients. Et c'était qui leurs clients? C'était des gens qui savaient faire de la planche à voile, c'était des véliplanchistes. Et qui réclamaient et qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient des planches de fun parce que c'était beaucoup plus cool. Et donc d'année en année, ils avaient de moins en moins de clients, de plus en plus heureux, et ils ont fini avec une toute petite poignée de clients BA qui n'a pas suffi à faire vivre cette industrie-là. En fait, ils se sont auto-détruits en écoutant et en répondant aux attentes de leurs clients. Ah, parce que finalement, le risque en écoutant ses clients, c'est pas forcément de couler, mais surtout de ne pas avancer, voire de rétro-pédaler, parce que par définition, les attentes des clients sont formatées par les offres qui existent déjà et pas les offres à venir. Voilà, c'est ça le problème, c'est que, c'est ce que disait Henry Ford, hein, il avait dit si j'avais écouté mes clients, j'aurais fait un cheval plus rapide, mais j'aurais pas fait une voiture. C'est-à-dire que les clients, eux, ils ont déjà une image de ce que c'est que l'offre normale. Et quand vous interrogez vos clients, vous interrogez des gens, en fait, effectivement, dont les besoins sont déjà le résultat de ce que vous leur avez vendu. Donc en fait, c'est comme si vous vous interrogiez vous-même dans une espèce de miroir déformant, c'est comme si vous étiez dans une espèce de chambre d'écho, c'est-à-dire qu'ils vous répondent ce que vous leur avez déjà dit. Et c'est pas ceux-là qui vont vous donner des idées différentes, des idées diagonales, des idées obliques. Non, ils vont être dans la ligne du parti, améliorons ce que nous faisons déjà, mais certainement pas développons des innovations radicales. Mais ce qui veut dire que les panels clients, les études clients servent à rien finalement? Non, c'est pas qu'elles servent à rien, mais c'est pas ce qui va être un générateur d'innovation. Si vous voulez avoir vraiment des innovations, alors là, il y a les techniques qui sont relativement élaborées, qui consistent, par exemple, déjà à trouver des clients qui utilisent les produits d'une manière bizarre, qui détournent en fait l'usage de votre produit. Parce que ceux-là, ils sont peut-être en train de vous envoyer un message qui est « votre truc, ça répond pas à mon besoin, donc je suis obligé de m'en servir d'une autre manière pour que ça y réponde ». Et donc on identifie un besoin qu'on n'avait pas identifié jusque-là. Voilà. Ça vient, une nouvelle fois, l'innovation vient toujours de la marge, elle ne vient pas du cœur. Ça, c'est un des mantras du management de l'innovation. En tout cas, la solution peut être aussi, pour innover, donc, non pas d'écouter ses clients, mais les prospects, c'est-à-dire les clients que l'on n'a pas encore. C'est pourquoi vous dites d'ailleurs, n'écoutez pas les clients, écoutez le marché. Oui, absolument. Ça, c'est fondamental. En fait, les clients font partie du marché. Il n'est pas question de ne pas écouter du tout les clients. Ils sont pas les seuls. Mais il ne faut pas écouter que les clients. Et donc, la bonne manière de comprendre ça, c'est qu'il faut écouter le marché. C'est-à-dire l'ensemble de ce qui potentiellement pourrait devenir vos clients actuels et les clients que vous n'avez pas encore. Et ça, c'est beaucoup plus instructif. Et ça permet justement d'identifier des besoins, des attentes que vous n'avez pas encore repérés. Un autre exemple, on parlait d'Henry Ford de l'automobile tout à l'heure. Il y a quelques années, General Motors a voulu concurrencer les constructeurs japonais aux États-Unis. Et pour ça, ils ont fait une étude de marché absolument gigantesque, une des plus grandes études de marché de l'histoire de l'automobile. Ils ont interrogé à peu près tous les clients possibles qu'ils pouvaient avoir aux États-Unis. Ils leur ont dit, allez, vous voulez qu'on fasse quoi comme voiture? C'est promis, on le fera. Et à peu près tous les clients ont dit, voyez la petite Toyota qui est là-bas. Si vous nous faites la même que la Toyota qui est là-bas, mais américaine, nous on est américains, on achètera la voiture américaine. Alors General Motors, ils ont dit, vous voulez qu'on fasse la même qu'une Toyota? Ouais, la même, ça nous va, ça. Ça, on est capable, ça. On est américain. Yes, we can. Et donc, c'est parti. Ils ont investi, alors je ne sais plus la somme, mais c'est plus de 10 milliards de dollars. Nouvelles usines, nouveaux réseaux de distribution, nouveau management, nouvelles marques. Enfin, tout était nouveau. Et au bout de 4 ans et demi, à l'américaine, ils ont tenu parole. Ils ont sorti exactement la même que la Toyota d'il y a 4 ans et demi. Et donc, ils avaient tout le temps une génération de retard sur Toyota. Ils s'en sont jamais remis. C'était une marque qui s'appelait Saturn et qui a disparu au moment de la faillite de General Motors il y a une petite dizaine d'années. Et alors, est-ce qu'il y a des entreprises qui le font bien, ça, justement, de ne pas trop écouter les clients et d'être davantage à l'écoute du marché que des clients? Oui, il y a une entreprise française qui est très intéressante là-dessus. C'est Leroy Merlin. Leroy Merlin, parmi différentes innovations qu'ils ont développées, il y en a une qui est tout à fait intéressante. Ils vont sur des réseaux sociaux ou des forums sur lesquels il y a des passionnés de bricolage et ils repèrent des gens qui sont absolument passionnés de bricolage mais qui détestent Leroy Merlin. Ils disent, moi, j'achèterai jamais rien chez Leroy Merlin, mais je suis passionné de bricolage. À force de diplomatie, puis ils ont développé des méthodes pour ça, ils arrivent à prendre contact avec ces gens-là, leur disent, écoutez, on est Leroy Merlin, on aimerait comprendre quand même ce qui va pas, est-ce qu'on peut venir chez vous? Et ils réussissent parfois à venir donc passer un après-midi chez ces gens-là, et ils disent qu'en discutant pendant une après-midi avec cette personne devant son établi rempli de tous les outils qu'on peut imaginer, mais qui viennent pas de chez Leroy Merlin, ils apprennent 10 fois plus, 100 fois plus qu'en interrogeant un client satisfait. Parce que les raisons pour lesquelles cette personne ne veut pas venir, c'est des vraies raisons qui leur permettent d'améliorer leur offre. Merci Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles.
Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!